Nous sommes jeudi 21 février. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Le Premier ministre poursuit sa visite de travail à Paris. Django Sissoko a reçu le ministre français de la Défense pour faire le point de l'opération Serval au Mali. Le chef du gouvernement a rencontré également le ministre français des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont surtout parlé de la coopération entre le Mali et la France. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Aliou Touré. Paris, seconde et dernière étape de la visite de travail du Premier ministre en Belgique et en France. Django Sissoko rencontre au Quai d'Orsay le ministre français des Affaires étrangères. Au menu de leur entrevue, la situation sécuritaire, le dialogue politique et le développement du Mali. Trois défis que Bamako entend relever, mais le processus demande le soutien de la France et de tous les amis du Mali. Sur la question militaire et sécuritaire, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a encore des opérations dures. Et puis il y a l'aspect du développement, très important lui aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'assurer la sécurité, c'est essentiel, il ne s'agit pas simplement de développer la démocratie et le dialogue, il faut aussi que le développement du Mali, et d'ailleurs des pays voisins, puisse être assuré, ce qui demande des moyens importants. Les grandes opérations militaires, les opérations militaires d'envergure arrivent un peu à leur terme. Reste la sécurisation et la stabilisation des zones libérées. Nous avons la même approche, la France et le Mali, sur les actions à mener dans ce domaine. Pour ce qui est des élections, et la France nous a toujours appuyés dans nos différents processus électoraux. Cette fois-ci, je pense qu'aux côtés d'autres partenaires du Mali, la France interviendra. Entre-temps, évidemment, le dialogue entre l'ensemble des communautés maliennes aura lieu. Et la commission qui doit s'occuper du dialogue, qui s'appelle Commission nationale du dialogue et de réconciliation, sera mise en place avant la fin de ce mois de février. Le ministre français de la Défense est également reçu par le Premier ministre. Jean-Yves Le Drian est venu réitérer au chef du gouvernement l'engagement de son pays à aider le Mali jusqu'au bout, c'est-à-dire recouvrer l'intégralité du territoire encore sous menace terroriste. Il indique que les opérations militaires sur le terrain avancent normalement et la France restera jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. J'ai redit au Premier ministre notre volonté, conformément aux engagements du président Hollande, de permettre au Mali de retrouver son intégrité et sa souveraineté. Cette opération est en cours, elle n'est pas achevée et nous la poursuivrons jusqu'à son terme. Maliens et Français se sont félicités du début de la mission de formation de l'armée malienne. Les deux parties travaillent aujourd'hui à la stabilisation des régions libérées pour faciliter le retour rapide de l'administration. C'est le 2 avril prochain que débute la formation de l'armée malienne. Une convention a été signée dans ce sens hier entre le chef d'état-major général des armées et le commandant de la mission européenne de formation. L'Union européenne mettra à la disposition de la mission 12 millions d'euros pour son installation. La signature de la convention a été suivie d'une conférence de presse. Suivons ce reportage. 3 jours après le lancement de la mission de formation de l'Union européenne à Bruxelles, visant à apporter un soutien aux forces armées et de sécurité du Mali, le chef-d'état-major général des armées et le commandant de la mission de formation de l'armée malienne signent une convention relative à la question. Cette opération vise à contribuer à l'amélioration des capacités militaires des forces armées du Mali. Déjà sur le terrain, une équipe d'experts de l'Union pour évaluer les besoins de l'armée malienne. La formation, qui va démarrer à Koulikoro le 2 avril prochain, va concerner 4 bataillons comprenant 650 à 700 hommes. Pour la formation, on a parlé des recrues parce que bientôt il y a 3000 jeunes qui vont rentrer. Il faut que ces 3000 jeunes aussi, qui partie bénéficient des avantages de la formation de l'Union européenne. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui sont là-bas, qui sont plus de 8000,
sur le terrain qui ne seront pas formés. La formation s'adresse à l'ensemble. Même si c'est 4 bataillons, il faudra dire après leur départ, ils vont nous laisser la documentation nécessaire et un corps de formateurs qui va s'atteler à la formation des autres. Pour l'installation de l'équipe de formateurs, l'Union européenne va débloquer plus de 12 millions d'euros. Nous avons également signé un certain nombre de contrats qui permettent de faire les travaux d'infrastructure et d'engager les travaux d'infrastructure sur budget de l'Union européenne qui permettront d'agrandir le camp de Koulikoro de façon à y accueillir les instructeurs européens qui devraient être en place à pied d'œuvre dès la mi-mars, de façon à pouvoir entamer la formation des premières unités maliennes au début du mois d'avril, comme nous l'avons initialement imaginé. Et j'observe que si, Inch'Allah, nous arrivons au bout de ce que nous avons prévu, nous commencerons effectivement la formation le 2 avril pour une mission qui a été établie et dont j'ai été désigné comme chef le 17 janvier. Il est également attendu la contribution de chaque État membre de l'Union pour la réussite de l'opération. À présent, sur le terrain, les députés de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale rendent visite aux populations de la région de Mopti pour leur apporter leur soutien. Ils étaient à Douanza et à Konna. La mission s'est entretenue avec les populations avant de constater les dégâts causés par les terroristes. Aujourd'hui, il est question du retour de l'administration et des populations déplacées. Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara sont nos envoyés spéciaux à Douanza. Les frappes aériennes des troupes françaises ont été si puissantes et précises que les djihadistes n'ont eu d'autre solution que de prendre la poudre d'escampette. Ils ont abandonné des engins dont beaucoup ont été récupérés par les forces armées. Bon nombre ont aussi été détruits. Le constat est fait par des députés dans les localités de Douanza et Konna. Les élus de la nation sont venus encourager les populations qui ont enduré les souffrances pendant des mois. C'est pourquoi nous nous sommes rendus aujourd'hui après le travail remarquable de nos forces de sécurité en compagnie des forces étrangères, surtout en ce qui concerne Konna et Douanza, de l'apport inestimable de l'armée française pour bouter hors de nos frontières ce que nous appellerons des apatrides. Et c'est dans ce cadre que cette mission est faite. Elle est faite également pour encourager les populations à rester vigilantes et aussi à leur dire d'être tolérantes, d'éviter des amalgames. Nous demandons qu'il n'y ait pas de sévices, qu'il n'y ait pas d'exaction. S'il y a action, que ce soit l'action judiciaire. Après la libération de Douanza, l'on prépare le retour difficile de l'administration. Les djihadistes ayant détruit les bâtiments administratifs. Nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de logement. Mais c'est une obligation pour nous aujourd'hui de revenir pour rassurer la population. Aujourd'hui, Douanza est plongé dans le noir. Pas d'électricité, pas d'eau. Et pire encore, le cercle n'est pas à l'abri d'une insécurité alimentaire. Depuis même la libération du cercle, il n'y a que la commune urbaine qui a reçu 20 tonnes de riz de la part du gouvernement, 27 tonnes 800 de mil de la part du PDRM MELM, mission évangélique luthérienne au Mali, et la commune de Ombori qui a reçu 10 tonnes de riz. Il y a aussi la Croix-Rouge qui, depuis l'occupation, se débrouille quand même à amener des vivres. Les députés ont prêté une oreille attentive aux préoccupations des populations. Le plus urgent aujourd'hui est de recoudre le tissu social. Après quelques mois de suspension pour des raisons de sécurité dans la zone, les cours ont repris dans la cité des Askia. Notre équipe de reportage a sillonné la ville pour constater l'effectivité de cette reprise. Le problème est qu'il y a un manque important de matériel didactique. Envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Les élèves reprennent le chemin de l'école après 2 semaines de fermeture. Tôt ce lundi matin, près de 31 000 élèves des écoles primaires et secondaires de Gao ont regagné les classes. De l'école Les Dictagos du château au lycée Yanamaïda, où nous nous sommes rendus, la reprise des classes est effective. Le censeur du lycée et ses élèves ne cachent pas leur joie. Un sentiment de joie,
un sentiment de satisfaction parce qu'en fait notre combat c'était vraiment les études, l'avenir de ces enfants-là. Si aujourd'hui par la grâce de Dieu et par la libération de ces régions, les enfants reprennent les classes, c'est vraiment un bonheur pour nous. Et je crois pour la population et pour l'ensemble des parents d'élèves. Ces islamistes-là disent qu'ils sont des islamistes, mais pour nous quand même, ce ne sont pas des islamistes. Ce sont des terroristes qui sont venus. Ils nous ont fait subir toutes sortes de tortures ici. Les écoles avaient été fermées afin de sécuriser les enfants pendant les frappes aériennes françaises. Sur la position de Moujao, les autorités scolaires ont pris cette décision pour mettre les élèves à l'abri des balles perdues. Pour plus de sécurité, on a décidé d'arrêter les cours pour un certain temps. Et le jour où on a remarqué que vraiment on était en sécurité, parce que les troupes étaient là, en train de nous sécuriser, on a fait une réunion et on a repris. Au niveau du Fonama, tout le monde a repris le chemin de l'école. Et par les rapports qui me sont parvenus, en tout cas à Gao, toutes les écoles qui étaient fonctionnelles ont repris le chemin de l'école. Le centre d'animation pédagogique du Gao est confronté à d'énormes problèmes, entre autres le manque de matériel didactique. Au niveau des écoles, la première difficulté, c'est l'utilisation de la craie. Sans craie, il n'y a pas d'école. On a besoin de matériel. On n'a rien, tout a été saccagé. Le CAP, même les bureaux du CAP ne peuvent pas être fonctionnels. La preuve, on est là, au lycée, où on peut avoir un banc par-ci, une chaise par-là, un bureau par-là. Sinon, les 4 murs sont là, mais quelquefois même les battants des fenêtres sont partis. On attend que l'État mette vraiment les moyens au niveau du cas qu'on puisse déménager. Gendarmerie qui a longtemps servi comme interprète et propagandiste de Moujagao. Adama Kamisoko, c'est son nom, est natif de Bamako et il était très proche des chefs terroristes qui ont semé la terreur à Gao. Comment a-t-il été arrêté? Suivons ce reportage de Kandesila. Il s'appelle Adama Kamisoko, 47 ans, natif de Bamako. Jusqu'à son arrestation, le 15 février dernier, il a servi durant près d'une année comme propagandiste au sein du Moujao. ayen sɔrɔ fana o an donna la ne baara fɔlɔ min daminɛ o de n ka numéro kɛ numéro vert k'a di mɔgɔw ma ni min ka moto bɛ bɔsi la wala n'i ka mobili de bɔsi la wala u nana jɔ i ka so da la butigi da la magasin da la k'a fɔ a bɛ ci ne kan ka wele o tuma ne bɛ dɛmɛ don o ye ne ka taabolo fɔlɔfɔlɔ ye filanan o nana kɛ sensibilisation de kan wariko sira la u tun bɛ mɔgɔ dɔw sara 20,000 u bɛ dɔw sara 10,000 mais comment ce guérisseur traditionnel en est-il arrivé là? Comme il y a tant de la adamina na folo ko perdi fait mais labana kuma talenya fait mita ya soro ou ka sensibilisation tikola akara comme islamia do ma manake o yitukuni. Même si Adama n'a pas directement participé, il confirme des amputations survenues. Bolo tigere madel ka kenya mais munun tigera ni bolo kalama a bɛ se mɔgɔ 7 ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ 8 parce que dɔw bɛ mɔgɔ 5 sen n'u bolo tigɛra ka kelen bolo tigɛ ka sen numan sen tigɛ o kɛra mɔgɔ 5 ye mɔgɔ minnu bolo tigɛra o bɛ se mɔgɔ sigiyɔrɔma 7 ɲɔgɔnna ma donc an b'a o bɛ mɔgɔ 8 ɲɔgɔn. C'est donc grâce à la vigilance des forces armées et de sécurité que Adama Kamisoko a été arrêté en voulant regagner Bamako. L'arrestation de M. Adama Kamisoko a été possible grâce à la collaboration de la population. Et depuis le 17 janvier, la hiérarchie nous a demandé de redoubler de vigilance et de fouiller tous les véhicules venant du nord pour éventuellement repérer des bandits. C'est ainsi que le vendredi 15, un de nos informateurs nous a alertés pour dire qu'il y a un individu suspect à la gare de Yaya. Immédiatement, on a envoyé des agents qui l'ont conduit au bureau. En attendant, Adama Kamisoko est aux mains des forces armées de sécurité pour des investigations qui s'annoncent très utiles.
Hors de nos frontières, les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ont manifesté mardi devant la Cour pénale internationale pour réclamer sa libération. Pour eux, le retour de la paix en Côte d'Ivoire passe nécessairement par la libération de l'ex-président qui sera fixé d'ici le 28 février sur son sort par la CPI. Ce sont les fidèles de Laurent Gbagbo, quelques 300 Ivoiriens qui vivent en Europe et qui sont venus défendre mardi leur ancien président devant la Cour pénale internationale à La Haye. Non Gbagbo, non peace. Libérez Gbagbo, communauté internationale. Gbagbo n'a rien fait. C'est Alassane qui doit être ici. Sarkozy doit être ici. Au même moment, à l'intérieur de la CPI, Laurent Gbagbo prend ses marques. Celui que l'on soupçonne de crimes contre l'humanité à bonne mine. Pour ménager sa santé, les audiences se dérouleront l'après-midi avec des pauses régulières. D'ici le 28 février, la CPI devra déterminer si les éléments de preuve de l'accusation sont suffisamment solides pour permettre un procès. Nous montrerons que M. Gbagbo et les forces sous son contrôle sont responsables de la mort, des viols, des blessures graves et de la détention arbitraire de nombreux citoyens respectueux des lois et perçus comme soutenant M. Ouattara. Laurent Gbagbo est le premier ex-chef d'État remis à la CPI, le premier à devoir justifier ses actions durant ses années de pouvoir. 3000 Ivoiriens sont morts durant les violences post-électorales entre décembre 2010 et avril 2011. Le nord frontalier du Nigeria demeure vulnérable aux infiltrations islamistes, mais la situation sécuritaire au Nigeria n'est pas comparable à celle du Cameroun, même si ces derniers jours, le pays a connu des enlèvements. Ils sont invisibles, mais ils sont là. Les habitants d'Amchide, un village du Nord Cameroun, confirmaient il y a quelques mois la présence de membres de la secte nigériane Boko Haram de ce côté-ci de la frontière. La zone leur servirait de refuge. Quand il y a les problèmes, là, ils vont tuer les gens, là, ils vont entrer au Cameroun pour cacher. C'est ça. Il reste combien de temps? Pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, après une rentrent. Entre le Cameroun et le Nigeria, une frontière longue d'environ 2000 km, difficile à surveiller, une vraie passoire. Frontière matérialisée par 2 troncs d'arbres, aucun contrôle. Un berger camerounais fait paître sans problème ses chèvres côté nigérian. Plus loin, des bornes témoins dont les habitants de la région se demandent bien à quoi elles peuvent servir. Le Nord Cameroun a connu ces dernières années une poussée de l'islam rigoriste avec notamment le financement de mosquées par l'Arabie Saoudite, mais la situation sécuritaire n'est pas comparable avec le Nigeria voisin où Boko Haram multiplie les attentats. La secte pourrait être derrière le rapt des 7 Français. Automatiquement, les premiers éléments vont sur les soupçons qui pèsent justement sur la secte Boko Haram parce qu'elle est déployée dans cette région, parce qu'elle mène des activités dans cette région, parce qu'elle a eu à revendiquer beaucoup de cas d'atteinte à la sécurité. Boko Haram n'a cependant jamais revendiqué d'enlèvement d'occidentaux. Les regards se tournent aussi vers une branche dissidente de la secte islamiste appelée Ansarou. Autre piste, de simples coupeurs de route qui pourraient revendre leurs otages à des organisations terroristes. Retour à l'actualité nationale, direction 6. La coalition que vous payez sensibilise le grand public sur la notion de justice fiscale. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de capacité des citoyens en faveur d'une justice fiscale au Mali. Reportage d'Aouda Diakité. Il s'agit pour cette rencontre multi-acteurs de s'approprier le contenu du document de campagne élaboré par la coalition malienne publié ce que vous payez sur la notion de justice fiscale. Si nous avons nos propres ressources, comme on l'a vu en 2012, le pays n'a utilisé que ses ressources propres. Pourquoi on ne peut pas sensibiliser les communautés, sensibiliser les élus locaux, sensibiliser l'administration financière pour que les impôts soient recouvrés, que ces impôts recouvrés soient bien redistribués. Le document ainsi soumis à l'analyse se veut un outil de référence, mais surtout d'information du grand public sur la notion de justice fiscale. Il vise d'autre part
l'instauration d'un climat de confiance entre les détenteurs de licences d'exploitation des ressources minières et les collectivités qui abritent les entreprises minières. Étant donné qu'on est troisième producteur d'or et qu'on ne gagne pas de ressources, assez de ressources issues des industries extractives, on s'est dit que le Mali ne va pas continuer à tendre la main à l'extérieur pour demander une partie des revenus pour compléter le budget national. Une démarche inclusive en phase avec la politique des plus hautes autorités du pays. La remise de documents dont il s'agit aujourd'hui contribuera à n'en pas douter d'atteindre les objectifs spécifiques tendant, entre autres, à appuyer et renforcer les capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile, plaider efficacement en faveur des systèmes fiscaux plus redevables. La présente rencontre devra permettre aux cadres des services techniques, des élus et représentants de la société civile de Sikasso de mieux s'imprégner de la notion de justice dans les fiscs au Mali. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont aidé